Histoire de train est une présentation d'Infinity et de la berline de luxe i30, grande gagnante de sa catégorie. À l'ouest du Canada, les Rocheuses s'opposent en obstacle du nord au sud. Si l'on veut joindre l'est et l'ouest, il faudra donc percer les montagnes. À l'est du Canada, le Saint-Laurent fend le paysage d'ouest en est. Si l'on veut commercer du nord au sud, il faudra donc bâtir des ponts. Et s'il arrive que la nature veuille reprendre son dû, nos travaux de titan peuvent alors s'écrouler comme les fragiles bâtonnets d'un jeu de Mikado. All aboard! Hier comme aujourd'hui, faire du commerce signifie livrer la marchandise. Aujourd'hui comme hier, ce n'est pas qu'une affaire de gros sous. Le commerce est une activité vitale à toute société. Et quand quelque chose est vital, il faut savoir livrer la marchandise coûte que coûte. Pour que la Colombie-Britannique se joigne à la Confédération naissante, le Premier ministre MacDonald lui a promis un train, une grosse commande. Je ne sais pas encore comment, mais il se rendra jusqu'à vous. En 1884, le meilleur homme de chemin de fer du continent, William Cornelius Van Horne, se charge de remplir la promesse du Premier ministre. Relié par un double ruban d'acier, cet immense pays et ses colonies éparpillées d'un océan à l'autre. Au départ, les travaux se déroulent rondement. Le terrain est peu accidenté et les techniques de construction éprouvées. Van Horne avance à un rythme effarant de 800 km par année. Grimper les premiers degrés du versant est des montagnes Rocheuses est une entreprise relativement facile. Mais une fois rendu au sommet des Big Hills, c'est une autre histoire. Je ne sais pas encore comment, mais le train se rendra jusqu'à vous. Le jeune ingénieur James Ross, mandaté par Van Horne pour faire passer son train au-delà des montagnes, se demande bien, lui aussi, comment il y parviendra. Ross se trouve alors devant la plus formidable barrière qui soit, 4 chaînes de montagnes. Les deux plus importants défis qui l'attendent sont le sommet des Big Hills à 1588 mètres et la Kicking Horse Pass qui en descend sur une distance de 6 km. Dans les monts Selkirk, qui culminent à 1290 mètres, il fera face à la Rogers Pass. De l'autre côté du parcours, en direction est à partir de Vancouver et du Pacifique, les travaux de ce tronçon sont confiés à Andrew Underdonk. L'ingénieur y rencontrera moins de difficultés. La Rogers Pass est un parcours si difficile qu'en 1984, le Canadien Pacifique décidait de l'éliminer complètement et de faire passer ses trains de marchandises ailleurs. Ailleurs, cela signifie construire une nouvelle voie ferrée qui traverse la passe d'est en ouest sur une pente moins prononcée. Pour cela, il faut construire 4 nouveaux ponts et 3 importants caniveaux de béton au-dessus des rivières et des ravins. La nouvelle ligne empruntera un très long viaduc à l'architecture complexe. À ce viaduc s'ajoutera un tunnel permettant au convoi de circuler sous l'autoroute transcanadienne. Après un dernier pont, la voie atteindra finalement le mont MacDonald, la pièce de résistance du projet. Sous la montagne prendra alors place un tunnel long de près de 15 km. Une fois le projet terminé, l'ancienne voie ferrée Connaught et son tunnel datant de 1916
ne serviront plus qu'au transport des marchandises en direction est et sur la pente descendante. Le nouveau tunnel et la ligne McDonald, dont la pente sera réduite, supporteront le trafic vers l'ouest. En 1984, le Canadien Pacifique envoie John Fox pour éviter la Rogers Pass, tout comme en 1884, Van Horn avait envoyé James Ross pour y construire la voie ferrée. À une centaine d'années de différence, les deux ingénieurs font face au même problème, les fameuses pentes abruptes. Dans de pareils versants, le poids des wagons et la longueur du convoi interdisent les descentes corsées. En se basant sur le système de mesure impérial, on sait par exemple qu'une auto est capable de rouler dans une pente de 12%, c'est-à-dire qui descend de 12 pieds à chaque 100 pieds. Mais il y va autrement pour un train. Une pente de 4%, qui descend donc de 4 pieds à chaque 100 pieds, suffit à provoquer un déraillement. Toute proportion gardée, un train est comme un skieur. S'il dévale une pente trop raide, il doit alors serpenter. Sur le flanc ouest de la Rogers Pass, la pente est si raide qu'il est nécessaire d'exécuter 3 boucles complètes pour obtenir un ratio de descente raisonnable. Pour gravir une pente de seulement 2,2%, il faut aider les locomotives en leur ajoutant d'autres consoeurs que l'on nomme pushers. Ce convoi de plus de 100 wagons compte 6 locomotives et 6 pushers. Toutes ces opérations sont coûteuses. Elles empêchent le Canadien Pacifique d'augmenter sa quantité de fret transportée en direction ouest. La solution consiste donc à réduire le degré de la pente à seulement 1%. Le nouveau tracé abordera le mont McDonald à 109 mètres sous l'ancienne voie Connaught. Il faudra aussi remplacer l'ancien tunnel par un tout nouveau. C'est un projet colossal qui coûtera 500 millions de dollars et qui occupera plus de 1000 ouvriers pendant 4 ans et demi. Le grand tunnel que Fox met en chantier en 1984 est une solution que connaissaient déjà Ross et les ingénieurs chargés de construire la première ligne transcontinentale. Il l'avait d'ailleurs proposé à Van Horn. Mais, pressé par le temps et rebuté par le coût de l'opération, Van Horn avait décidé d'affronter la pente de 4,4%. Il aimait prendre des risques. Le tracé auquel s'attaque James Ross est extrêmement difficile. Il lui faut creuser à flanc de montagne et au meilleur endroit possible. Pas simple, compte tenu des connaissances technologiques et géologiques du temps. Les éboulements et les alluvions descendant des montagnes viennent souvent faire s'écrouler des parties entières de la voie qu'il vient tout juste de construire. En 1884, le jeune Ross ne disposait pas des moyens mis en œuvre par John Fox pour contrer les ravages de la nature le long du nouveau tracé de la voie McDonald. Dans ces endroits abrupts, les alluvions qui se rassemblent en ruisseaux et en cascades prennent une force considérable. Canaliser l'eau ne suffit pas. Il faut tenter de briser la force du courant multipliée par la descente. C'est à cela que servent ces protubérances de béton installées en chicane. Sans ces structures, l'érosion aurait rapidement raison de parties entières de voies situées plus bas. Pour ces 125 km qui franchissent les montagnes, il existait pourtant à l'époque de James Ross un tracé plus facile, celui de l'arpenteur Sanford Fleming. Mais pourquoi donc ne pas l'avoir choisi? Vancouver n'était pas le choix primordial de Sanford Fleming. Sanford Fleming, quand il a fait le premier arpentage, va suggérer des passes, enfin le fameux Yellowhead Pass,
qui était faite par un arpenteur tenant compte des besoins ferroviaires, c'est-à-dire une montée assez douce. Le passage lui-même lui semblait le plus approprié selon ses critères professionnels. Il ne tenait absolument aucun compte des groupes de pression qui auraient voulu plutôt que la passe les amène à favoriser leur propre ville. Et c'est ce qui va arriver. Finalement, c'est les groupes de pression qui vont l'emporter sur le choix final que va faire le gouvernement et le Canadien Pacifique. Et on va choisir, on va en renvoyer un nouvel arpenteur, le fameux Major Rogers, qui va découvrir dans les Selkirk, la chaîne de montagnes des Selkirk, un nouveau passage, beaucoup plus difficile, mais qui correspond en fait aux besoins de Vancouver, qui va devenir ainsi la fameuse porte de l'Orient. Et ce passage-là lui-même a comme inconvénient d'avoir un grade 2 fois plus élevé que celui qu'avait proposé Sanford Fleming. Donc, du point de vue professionnel, le choix du Rogers Pass, parce qu'on va lui donner le nom de son découvreur, est beaucoup moins bon que le choix de Fleming, qui lui faisait abstraction des besoins politiques et se contentait des besoins physiques en fait de l'arpentage en fonction du chemin de fer. À droite de l'image, en plus sombre, on aperçoit l'ancienne voie Quenault. À gauche, c'est la nouvelle voie McDonald. La voie Quenault, l'ancêtre, est effectivement plus élevée de 1,2 degrés en montée. Comme James Ross autrefois, John Fox s'attaque au flanc de la montagne. Ici, on a littéralement tranché des sections dans la pente de manière à repousser l'ancienne voie Quenault vers l'intérieur afin de faire place au nouveau tracé. Tout au long du nouveau parcours, il a été nécessaire de consolider les parois dans les endroits les plus susceptibles d'éboulement. Des filets ont été installés. D'énormes murs de béton solidement ancrés dans le roc aident à supporter le poids des deux voies ferrées superposées. Il n'y a pas de risque à prendre. Le voisin d'en dessous, c'est la Transcanadienne. Si les chutes de pierre pouvaient causer des dégâts, il tombait également du ciel un élément à peine plus lourd que l'air, mais capable de tuer. L'ardeur d'un nouveau moteur de 240 chevaux. La quiétude d'un habitacle intérieur irréprochable. Vous rêviez de l'ultime véhicule de luxe? Le voici. Le nouveau QX4 d'Infiniti. Le parfait équilibre entre le luxe et la performance. Il était une fois 1000 ans d'histoire. Le récit de sociétés qui ont bâti le monde, des idées qui ont traversé les cultures. La Terre est devenue ronde et l'homme a marché sur la Lune. 1000 ans, c'est l'histoire de Millennium. Millennium, aujourd'hui, 16h, à History. Fils du légendaire empereur et héritier du trône. On ne fait pas de bonapartisme sans Bonaparte. En avant, marche! Exclu de tous les trônes. Le jeune Napoléon ne pourra échapper au poids de son héritage. Tellement de choses en moi qui se battent et se contredisent. Dans toute l'Europe, des hommes fidèles à la volonté de votre père se battent et meurent chaque jour pour vous. Et vous, que faites-vous? L'Aiglon, ce soir, 21h, à Historia. Les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre symbolisent notre travail auprès des enfants amputés. Le programme des vainqueurs procure à ces enfants des membres artificiels leur permettant de mener une vie active. Tout au cours de leur croissance, l'association sera là pour les renseigner, les guider et plus encore. L'Association des amputés de guerre permet aux personnes amputées de s'entraider grâce à votre appui au service des plaques porte-clés qui maintenant retournent les clés perdues par messagerie. Dès qu'on parle d'histoire, dès qu'on raconte comment c'était avant, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec aujourd'hui. Est-ce qu'on était, par exemple, plus violent au Moyen Âge? Est-ce que le travail avait plus de sens avant la révolution industrielle? À chaque semaine, deux camps s'affrontent pour le meilleur ou pour le pire. Qui a raison et qui a tort? À vous de juger.
Pour le meilleur ou pour le pire, mardi 16h à Historia. Stella. Le 18 février 1884, Ross écrit à son patron, Cornelius Van Horn. Les avalanches sont nombreuses, monstrueuses. Le vent déracine les arbres, les roches menacent les travailleurs. Si vous voulez que je construise une ligne sécuritaire, il me faut plus de temps. Et vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Van Horn, que les travailleurs ont déjà vu 2 personnes mourir. Ils craignent la montagne. Imaginez seulement l'effet d'1 million de tonnes de neige et de glace qui se précipitent à 160 km/h. À la demande de Ross, Van Horn fait construire de nombreux abris à neige le long de la voie ferrée dans la zone à risque. Mais la montagne n'a pas dit son dernier mot. Le 5 mars 1910 est marqué d'une croix blanche dans l'histoire du Canadien Pacifique. Ce soir-là, 62 personnes disparaissent sous des mètres de neige et dans un train brisé en morceaux par l'avalanche. L'ampleur de cette catastrophe lui vaudra le nom de The Big One. La grande courbe de Roger, avec ses nombreux abris à neige, est particulièrement meurtrière. Au début du siècle, elle fait des dizaines de morts. Entre 1885 et 1911, cette région aura coûté la vie à plus de 200 personnes. Une véritable succession de tragédies imputables principalement aux avalanches, mais aussi aux accidents ferroviaires et de travail. En plus de la perte de vies humaines, ces catastrophes coûtent évidemment une fortune au CP en déblayage et en retard sur l'horaire. Il faudra bien un jour mettre un point final à tous ces problèmes. Dans cette portion terriblement accidentée de la ligne, le Canadien Pacifique doit également bâtir d'immenses ponts de bois. D'une longueur de 326 mètres, le spectaculaire Mountain Creek atteint 50 mètres de haut et sa construction exige 600 000 mètres cubes de bois. Les constructions de bois auront cours pendant 15 ans à peine, rapidement remplacées par des ouvrages de pierre et d'acier. Le premier pont de Stony Creek était à l'origine entièrement fait de bois. Le voici dans sa version métallique, un superbe mariage d'architecture et d'ingénierie. Les anciens ponts de bois étaient vulnérables. Parfois, les étincelles rejetées par la cheminée des locomotives allumaient des incendies, détruisant complètement ou endommageant sérieusement les braves ponts. Le matériau utilisé par John Fox pour la construction de ces ponts n'a rien à craindre du feu. Mais contrairement à Ross, qui 100 ans plus tôt pouvait s'approvisionner en bois sur place, Fox doit s'en remettre au transport lourd. La travée principale du pont, qu'il jettera sur la Stony Creek, fait 51 mètres de long. Le tunnel McDonald commence ici, à l'extrémité est du mont McDonald. Il passe en dessous de la Rogers Pass, puis il poursuit sa route sous le mont Cheops pour ressortir ici du côté d'Illy Silhouette sur le flanc ouest de la montagne. Comme il est situé à 109 mètres sous l'ancien tunnel Connaught,
Et à 290 mètres du sommet de la passe, on comprend pourquoi le nouveau tunnel est la pièce maîtresse de ce casse-tête destiné à réduire la pente. Ces 14,7 km en font le tunnel ferroviaire le plus long d'Amérique du Nord. En 1984, l'équipe de Fox s'attaque résolument au tunnel en faisant éclater une première paroi. Quelque temps après l'installation des structures de l'entrée Est, John Fox vient inspecter les progrès accomplis par une mystérieuse machine arrivée sur le chantier en plein hiver. Ce curieux engin, à la fine pointe de la technologie, est surnommé la taupe. Elle ne tardera pas à montrer ce dont elle est capable. Du temps de James Ross, les outils lui manquaient pour lui permettre de s'attaquer ainsi de front à une montagne. Pour amoindrir la pente des Big Hills en 1889, le Canadien Pacifique a donc recours à une technologie européenne, les tunnels en spirale. Il s'agit de 2 tunnels effectuant une boucle à des hauteurs différentes. S'ils doublent la longueur du trajet dans ce secteur, ils permettent de réduire la pente des Big Hills de plus de 2%. Une seule locomotive pourra donc y tirer une charge de 980 tonnes, alors qu'auparavant, il en fallait 2 ou 3 pour remorquer tout ce qui excédait 710 tonnes. Il faut attendre 1913 pour que la compagnie creuse un premier grand tunnel sous le mont Macdonald. Ce sera le tunnel Quenault. Il élimine des dizaines d'abris à neige et soulage le convoi de 162 mètres de moins à gravir. À cette époque, les techniques d'arpentage et de perçage du roc sont loin de la précision des instruments électroniques modernes ou de l'efficacité d'une taupe. Le nouveau tunnel Macdonald, lui, a été creusé à la fois à partir des extrémités est et ouest du tracé et à très peu de temps d'intervalle. À cause de la qualité de la roche, les 2 sections sont creusées de façon différente. L'une de manière traditionnelle et l'autre par la taupe. Elles progressent l'une vers l'autre et sont supposées se rejoindre dans une grande précision. Pour ce long tube de 14,7 km de long, 7,5 mètres de haut et 5 mètres de large, la marge d'erreur tolérée n'est que de 15 cm en largeur et 5 en hauteur. Des calculs extrêmement précis sont effectués à l'aide de ces théodolites électroniques. Des appareils servant à vérifier l'alignement et la hauteur du tunnel à tous les 240 mètres. Des satellites géostationnaires permettent de vérifier la précision des repères pratiqués en surface aux extrémités est et ouest du tunnel. Ces satellites ont été utilisés la première fois en 1985 pour vérifier le tracé souterrain. Les données enregistrées en surface sont transmises sous terre. Là, à l'aide d'un faisceau laser, on ajuste avec précision le tracé à travailler. Quant à la taupe, elle se ferait un chemin de 6 à 7 mètres de diamètre et gruge 45 mètres de montagne par jour. Son record, 62 mètres de roc en 24 heures. Et voilà le travail terminé. Tout est beau, tout est propre à l'intérieur. La finition est impeccable. Le tunnel sera même éclairé, ce qui se fait rarement en Amérique du Nord. La voie ferrée étant constituée d'une assise de béton que l'on appelle pack track, elle ne demande pratiquement pas d'entretien. Dorénavant, la marchandise roulera aussi confortablement que les passagers. La Rogers Pass est vaincue et le CP a atteint son but. Livrer plus de marchandises et la livrer plus rapidement. Magnifique travail à l'intérieur de la montagne. Reste à savoir maintenant si tout ça brille autant dehors qu'en dedans.
nouveau moteur de 240 chevaux. La quiétude d'un habitacle intérieur irréprochable. Vous rêviez de l'ultime véhicule de luxe? Le voici. Le nouveau QX4 d'Infiniti. Le parfait équilibre entre le luxe et la performance. Rien n'est plus précieux que votre vue. Voilà pourquoi nous devrions tous porter des lunettes de soleil, d'ordonnance ou autres. Achetez-les chez Les Crafters ou ailleurs, l'important c'est d'en porter. J'ai vu quel dommage le soleil peut causer à des yeux non protégés. Porter des lunettes de soleil peut vraiment protéger votre vue? Et même vous donner belle apparence. À chaque heure de chaque jour, nous aidons quelqu'un à voir. Dans le prochain épisode de Racine. Je vois à votre retour au pays. De retour au pays après la guerre. Sergent? Oui, mon capitaine. Je veux que tous les soldats noirs soient sortis de cette ville dans 5 minutes. L'accueil n'est pas celui imaginé. Comment allons-nous pouvoir les garder à la ferme après qu'ils aient pu parler? Nous allons avoir besoin de main-d'œuvre bon marché. Peut-être qu'on aurait dû rester en France. Au moins là-bas, on pouvait avoir des grenades. Le combat continue. Racine, les nouvelles générations. Aujourd'hui, 17h, à Historia. Une carte d'anniversaire contenant 2 billets pour l'Inde, 4300 $. Caravane pour la Cité Bleue, 64 $. Billets pour se rendre au palais sur le lac, 28 $. 25 ans, plus pour le meilleur que pour le pire. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard Platine, avec une limite de crédit élevée pour les choses qui comptent vraiment. L'Histoire à la une, c'est un magazine quotidien sur les événements, les grands comme les petits, qui ont jalonné l'histoire, la nôtre en particulier. C'est une émission qui, je pense, devrait nous aider à mieux comprendre ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes devenus. Alors, vous y trouverez des chroniqueurs, des débats, des invités. C'est enregistré dans le musée de la Pointe-à-Calière, dans le Vieux-Montréal. C'est un rendez-vous avec la vie. L'Histoire à la une, lundi au vendredi, 19h, à Historia. Il n'y a qu'un seul Médicalerte. Et derrière le bracelet, il y a une ligne d'urgence, toujours là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour fournir aux médecins et infirmières l'information dont dépend votre vie. Médicalerte, toujours là. Camille Claudel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne? Passionné par son art. Ton avenir t'appartient. Guidé par son admiration. Mais dis-le-moi que c'est mon tueur. Consumé par son amour. C'est devenu ma seule source d'inspiration. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais que tu fasses ce que je te dis. Voilà exactement ce que je voudrais que tu fasses. Camille Claudel, jeudi 21h, à Historia. Au tournant du XXe siècle, la construction de la voie ferrée et l'aménagement de ces magnifiques lieux touristiques reposaient sur l'idée voulant que l'on amène la civilisation dans une nature tout à fait sauvage. Mais les temps changent et les idées aussi. À l'inverse, aujourd'hui, il importe de préserver le plus possible la nature sauvage des lieux, là où s'amène la civilisation. Le projet de la Rogers Pass du Canadien Pacifique traverse le parc national de Glacier. Tout doit donc être mis en œuvre pour ne pas blesser outre mesure cette nature grandiose. Présente aussi bien en profondeur qu'en surface, l'eau a été au cœur des préoccupations du début à la fin de la construction. Elle est constamment analysée, puis traitée avant d'être retournée dans la nature. On sème et l'on reboise là où la terre est à vif le long du parcours. Quant au bruit que produisent les longs convois de marchandises, il est assourdi par cette gigantesque butte. Un immense parson construit de toutes pièces pour préserver la tranquillité des amateurs de plein air.
Les sections est et ouest du tunnel McDonald se sont rejointes le 24 octobre 1986. Bien que le travail ait été colossal, la cérémonie soulignant l'événement n'a pas été plus imposante que celle de 1885, alors que les tronçons du transcontinental ont été joints par un dernier tire-fond. À cette occasion, Cornelius Van Horn avait déclaré: Tout ce que je peux dire, c'est que le travail tout entier a été bien fait. Signe des temps, ce n'est pas un tire-fond qui scelle les derniers travaux du Canadien Pacifique dans la Rogers Pass, mais un crampon liant l'acier au dormant de béton. Si Van Horn avait pu assister à la scène, il aurait probablement prononcé les mêmes paroles entendues un siècle plus tôt. On a dit du pont Victoria que c'était la 8e merveille du monde. Évidemment, c'était à une époque où les problèmes de circulation n'étaient pas aussi aigus qu'aujourd'hui. Merveille d'ingénierie, compte tenu de son âge, cela ne fait aucun doute. Selon les standards du 19e siècle, c'est un pont immense, innovateur et surtout fort élégant. Célébré aussi bien durant sa construction qu'à son inauguration, le pont Victoria, comme son nom l'indique, est un ouvrage royal. Il s'ouvre sur 2 portails de style égyptien, mode très prisé à l'époque. À lui seul, il incarne tout un pan de la réalité canadienne naissante. Il dompte la nature sauvage, apprivoise le grand fleuve Saint-Laurent, prouve les compétences techniques des ingénieurs du pays en reliant les routes commerciales étouffées par 6 mois d'hiver. Véritable symbole, le pont Victoria sert largement les intérêts promotionnels et financiers de la compagnie ferroviaire du Grand Tronc et ceux de la grande industrie, alors en pleine expansion dans ce qui serait bientôt le Canada. Il incarne aussi les aspirations des Montréalais. Plusieurs souhaitent faire de cette ville une plaque tournante pour la côte est de l'Amérique, l'endroit où tous les biens et marchandises des réseaux américains régionaux transiteraient. Grâce à Victoria, le fameux pont, les Montréalais pourront envoyer leur production locale par wagon entier vers les marchés américains. Bref, l'économie présente et future de Montréal repose sur ce pont qui s'apprête à relier l'île au reste du continent. Et malgré l'ampleur, les coûts et les risques de l'entreprise, le futur pont bénéficie de puissants appuis. John A. McDonald, mais surtout Georges-Étienne Cartier, grand défenseur de l'industrie ferroviaire. Pendant 20 ans, il fera des pieds et des mains pour trouver des alliés, soutiendra les promoteurs, la compagnie du Grand Tronc, et convaincra le gouvernement fédéral d'aller de l'avant. Lorsque la reine Victoria lui demande combien de pieds mesurera son pont en longueur, Cartier lui répond avec une diplomatie toute victorienne: « Lorsque nous dédions un pont à votre majesté, nous calculons en 1000 et non en pieds. » Si le pont Victoria a réussi à traverser le fleuve et le temps, c'est donc en grande partie grâce à la ténacité de Cartier. Mais du côté du monde des affaires, le crédit en revient à son plus ardent promoteur, John Young. C'est cet immigrant écossais qui propose Pointe-Saint-Charles pour accueillir le pont du côté de Montréal. Ce quartier ouvrier est littéralement façonné par l'industrie ferroviaire. Le projet de Young est accueilli avec froideur et moquerie, mais cet homme d'affaires prospère ne se laisse pas ébranler facilement. Il défend avec ardeur son pont et son emplacement. Techniquement, Young a raison. À cet endroit, le fleuve présente 2 avantages majeurs. Sur presque toute sa largeur, il fait à peine 1,5 mètre de profondeur. Cela facilite grandement les travaux d'installation des assises de la structure.
Seul le chenal principal, large de 90 mètres, atteint une profondeur de 7 mètres et demi. De plus, dans ce secteur du fleuve, la force des glaces est beaucoup moins violente qu'ailleurs. Là où le fleuve rétrécit, par contre, les embâcles sont monstrueux et peuvent provoquer des accumulations de glace de 9 mètres de hauteur. C'est bien suffisant pour ébranler la stabilité d'un pont. De plus, le site se trouve à proximité du port de Montréal et des quartiers industriels en pleine expansion que sont devenus Lachine et Pointe-Saint-Charles. N'empêche qu'à cette époque, construire un pont de plusieurs kilomètres sur un fleuve aussi puissant que le Saint-Laurent, c'est vraiment lancer à la nature un défi de taille. L'ardeur d'un nouveau moteur de 240 chevaux. La quiétude d'un habitacle intérieur irréprochable. Vous rêviez de l'ultime véhicule de luxe? Le voici. Le nouveau QX4 d'Infiniti. Le parfait équilibre entre le luxe et la performance. La Chine. Une nation créée par la centralisation du pouvoir. Une puissance redoutable entre les mains d'un seul homme. Le premier empereur, jeudi 16h à Historia. Historia, pour connaître toute l'histoire. Avons-nous tellement besoin de ravir cet enfant à son monde? Cet enfant a l'âge de raison. Je m'engage à tout faire pour la convertir à la joie du Christ. Nous étions venus pour les aimer. Aimer les sauvages comme nos frères. C'est l'histoire d'un peuple d'ici. Sous prétexte de tout lui donner, on lui a tout enlevé. Laissez-moi être indienne. Nous n'avons plus ce pouvoir. CAOE, jeudi 17h à Historia. C'est une grande aventure. Moi je joue et j'amadou. La grande aventure des animaux et des vagues, c'est au zoo de Granby, à Granby. Moi je joue et j'amadou. Je nage dans les plans d'eau. Je vois les animaux. Je zoome, tu zoomes, ils zooment pour nager, pour triper. Moi je joue et j'amadou. La construction de cette œuvre formidable que sera le pont Victoria débute en 1854 sous la direction de l'ingénieur James Hodge. La jeune quarantaine, talentueux, bon gestionnaire, il est un excellent meneur d'hommes. D'un enthousiasme contagieux, Hodge est constamment sur le chantier. Sa
tâche n'est pas facile. Il dirige entre 1500 et 3000 ouvriers spécialisés, dont une bonne partie sont des immigrants anglais, écossais et irlandais. Mais la majorité des travailleurs vient de Montréal et des environs. Les salaires sont élevés, les hommes ont de l'expérience et le défi est grand. En ces temps de révolution industrielle, les chantiers sont nombreux et les ouvriers très en demande. Hodge veut s'assurer de la fidélité de ses employés. Plus ils travailleront, plus ils seront payés. La pose de la première pierre du premier pilier a lieu le 22 juillet 1854. La progression rapide et régulière des travaux permet d'évaluer l'efficacité des nouvelles techniques d'ingénierie et de construction. Les bâtards d'eau, ces barrages provisoires qui servent à la construction des piliers, impressionnent. Ils ont eu recours à une technique de bâtard d'eau flottant qu'on amenait sur place. C'était une sorte de bac qui laissait suffisamment de place aux ouvriers pour travailler, un peu comme une grande boîte que l'on pouvait vider ou remplir d'eau selon le cas. Une fois mis en place, il ne restait plus qu'à les ancrer. Pour cela, il fallait ouvrir les valves, laisser l'eau faire son travail et ensuite sceller le fond avec de la glaise. Suivant cette méthode, ne reste plus qu'à pomper l'eau de ces caissons étanches et le tour est joué. Les ouvriers peuvent alors travailler jusque dans le lit du fleuve, les pieds presque au sec. James Hodge utilise une machine très originale, le derrick. Conçu par l'entrepreneur-chef des travaux, le Canadien Benjamin Chaffee, c'est l'équivalent d'une grue qui fonctionne à la vapeur. Facile à manœuvrer, précis et rapide, le derrick peut soulever des charges pesant plus de 10 tonnes. Construction impressionnante et très moderne pour le 19e siècle, le pont Victoria est un long tunnel composé de 25 sections faites de bois et de métal. Chaque section du tube comporte pas moins de 4926 pièces de métal et pèse 242 tonnes. Fabriquées en Angleterre, les pièces sont toutes numérotées pour en faciliter l'assemblage. Le tube central enjambant la partie profonde du fleuve fait à lui seul 104 mètres. Sa mise en place débute le 31 janvier 1859 par un froid canadien de moins de 38 degrés Celsius et se termine 3 jours plus tard. Le pont a exigé une quantité astronomique de matériaux, 1,5 million de rivets, 77 000 mètres carrés de pierre. Il a fallu recouvrir de peinture l'équivalent de 128 acres de surface. Véritable jeu de mécano, le pont Victoria est plus rigide et plus stable que les ponts suspendus existants. C'est là un avantage de taille. Le 17 décembre 1859, la voie ferrée du pont Victoria est officiellement ouverte. On envoie 1 millier d'invitations. Le gratin montréalais, qui s'installe pour le banquet d'ouverture, n'a pas été convié dans un hôtel chic de la ville, mais au cœur même du pont, cette nouvelle merveille du monde. Réception impressionnante, sans doute, mais ce n'est rien à côté de ce qui attend bientôt Montréal. Pour inaugurer officiellement un tel ouvrage d'art, Georges-Étienne Cartier, alors procureur général du Canada, désirait marquer le coup. Il invita la toute-puissante reine Victoria, celle dont on dit qu'elle règne sur un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais Victoria n'est pas au meilleur de sa forme et décline l'invitation. À sa place, elle enverra son héritier, le prince de Galles Albert Edward, âgé de 19 ans. Il s'agit de la première visite au Canada d'un membre de la famille royale. Cela provoque un grand émoi et un remarquable branle-bas de combat à Montréal et même aux États-Unis. Les Montréalais savent recevoir. Les commissaires du Havre ont érigé un superbe pavillon d'environ 6 mètres carrés.
Il est supporté par 12 colonnes magnifiquement lambrissées et couvert de tissus multicolores et de drapeaux vénitiens. Pas moins de 6 arcs de triomphe attendent Albert Edward sur son parcours. La visite royale a été précédée d'un vaste programme de réfection des bâtiments publics et des rues que doit emprunter le prince. Mais le nec plus ultra est certainement le palais de cristal. Intégrant le verre, un matériau révolutionnaire pour l'époque, il témoigne de l'audace de ses architectes. Le palais fut le site d'une grande exposition provinciale vantant la richesse de nos campagnes et la force de l'industrie manufacturière de nos villes. C'est évidemment au prince que revient l'honneur de l'inaugurer. Discours élogieux à l'adresse de Victoria et de l'Angleterre, pose de la dernière pierre, foire, feux d'artifice, réception et grand bal, tout a soigneusement été mis en place pour impressionner ce jeune prince qui faisait ses premiers pas dans le dur métier de monarque. Politiquement, ce n'est pas tant la visite du prince de Galles elle-même qui importait, mais plutôt la valeur économique reliée à la construction de ce pont. Une fois reliées les deux rives du Saint-Laurent, la voie ferrée intercoloniale menant au maritime devenait viable. Et par conséquent, la Confédération pouvait accélérer son processus d'unification. Le pont Victoria n'aura malheureusement pas l'impact escompté sur l'économie montréalaise et sur les rêves d'expansion de la Compagnie du Grand Tronc. Mais le fabuleux pont permit toutefois d'ouvrir une porte sur les cantons de l'Est et les Maritimes. Il permettait de maximiser les liens commerciaux entre Montréal et tout l'Est de l'Amérique. En 1907, de l'autre côté du fleuve, une petite communauté autochtone installée à quelques kilomètres du pont Victoria était sur le point de vivre une grande tragédie. La cause, un autre pont que l'on projetait à nouveau de jeter sur le Saint-Laurent. Il était une fois 1000 ans d'histoire. Le récit de sociétés qui ont bâti le monde, des idées qui ont traversé les cultures. La Terre est devenue ronde et l'homme a marché sur la Lune. 1000 ans, c'est l'histoire de Millennium. Millennium, aujourd'hui, 16h, à History. L'avènement du chemin de fer canadien est l'une des grandes épopées de notre histoire. Cette étroite route de fer, construite à bras d'homme, a contribué à bâtir le pays. Fabuleuse invention de l'ère industrielle, le train a révolutionné le temps, les communications et les mœurs. Faites ce grand voyage au cœur des plus extraordinaires, Histoire de train. Histoire de train, ce soir, 18h, à Historia. Ah, ces objets, ces choses de la vie qui font de nous des stars. Ils occupent une place tellement importante dans nos vies que nous ferions des folies pour les posséder. Le mythe est né. La fabuleuse histoire de ce soir, 20h, à Historia. Ce sont des personnages historiques racontés par le cinéma. Suivez le récit fidèle de leurs faits et gestes posés pour la postérité. Cinéma Historia, tous les soirs à 21h, à Historia.
grandes journées qui ont fait le Québec, mercredi 18h à Historia. L'histoire ne peut garder le silence sur le pillage de trésors en temps de guerre, sur ces héros inconnus, ou sur le courage au féminin. La face cachée de l'histoire, mardi et mercredi 20h à Historia. À 18h30, le 29 août 1907, le maître-poste du petit village indien de Kahnawake, près de Montréal, reçoit un coup de téléphone extrêmement troublant de Québec. Un désastre vient de s'y produire, un désastre qui les touche de près. Les citoyens sont rassemblés pour apprendre la terrible nouvelle. Le pont de Québec vient de s'écrouler. C'est toute la structure sud du pont qui s'est écrasée dans les eaux du fleuve à 17h37, entraînant dans sa chute des centaines d'ouvriers. Parmi eux se trouvait une trentaine d'Indiens originaires de Kahnawake, spécialement embauchés pour travailler dans les hauteurs du pont. L'entreprise responsable de la construction du pont était venue signer un contrat avec notre communauté afin d'engager certains de nos hommes. Au départ, les entrepreneurs les employaient comme manœuvre pour charger ou décharger de l'équipement et transporter le matériel. Mais avec le début des travaux au-dessus du fleuve, nos hommes commencèrent à grimper dans les structures d'acier. Le contremaître se rendit vite compte qu'il ne semblait éprouver aucune crainte à se promener dans les hauteurs. Il lui vint donc l'idée d'entraîner un groupe à travailler comme rifteurs là-haut. Cette croyance qui veut que nos hommes n'aient pas le vertige n'est qu'un mythe. Ils vous diront que la peur joue en leur faveur et qu'il est important d'éprouver une certaine crainte lorsqu'on travaille dans les hauteurs. C'est ainsi qu'on peut rester alerte. Je crois que ce qui nous distingue, c'est que nous sommes capables de maîtriser notre peur. Depuis le milieu du 19e siècle, le transport ferroviaire n'a pas cessé de prendre de l'ampleur au pays. Des lignes et des nouvelles liaisons ne cessent de s'ajouter un peu partout au Québec. Le transport des marchandises est en constante augmentation. Montréal a son pont Victoria et sa part de marché. Alors pourquoi pas Québec maintenant? De ce côté de la capitale, le fleuve n'est certainement pas plus facile à dompter qu'à Montréal. Plusieurs projets ont d'ailleurs déjà avorté. En 1900, après maintes études topographiques des rives, la Phoenix Bridge Company de Pennsylvanie entreprend la construction d'un pont. Il rejoindra la rive sud près de la rivière Chaudière. Ce sera un pont de type cantilever. Il s'agit du même type de construction que l'actuel pont de Québec. La structure d'ensemble reposera sur deux appuis principaux. Il utilisera le principe du levier pour supporter la travée centrale. C'est une structure complexe qui exigera énormément d'efforts et près d'une dizaine de millions de dollars. Les caissons servant à la construction des piliers allaient causer d'énormes problèmes aux ingénieurs, mais surtout aux ouvriers. Ces fameux caissons n'avaient pas posé problème lors de la construction du pont Victoria 40 ans plus tôt, le lit du fleuve se trouvant à 1,5 mètre à peine de la surface. Mais à Québec, il faut descendre à des profondeurs immenses avant de toucher le fond. Pour s'y rendre, les ouvriers doivent traverser différentes chambres où la pression est maintenue par de l'air comprimé. On ne peut travailler dans ces conditions qu'une heure à la fois. Les ouvriers sont victimes de saignements de nez et d'oreilles, et dans les cas plus graves, d'hémorragie pulmonaire. Le travail se poursuit pendant 7 ans, hiver comme été. Quand le pont sera terminé, il pourra recevoir 2 voies de tramway électrique et 2 voies ferrées.
Ce sera le plus long cantilever au monde. Tous les Québécois en sont déjà très fiers, du moins jusqu'au 29 août 1907. Ce jour-là, comme les fragiles bâtonnets d'un jeu de Mikado, le pont de Québec s'écroule dans les eaux tumultueuses du Saint-Laurent. Le pire, c'est que ce désastre aurait pu être évité. Dans les heures qui ont précédé le drame, une série d'ordres visant à faire cesser les travaux ne sont jamais parvenus à temps sur le chantier. Ne mettez pas de charge additionnelle sur le pont de Québec pour le moment. Vous feriez mieux de faire un examen minutieux immédiatement. Ce message de l'ingénieur consultant Theodore Cooper aurait pu éviter la tragédie. Mais une grève des télégraphistes américains en a démesurément retardé la livraison. En 1908, la St. Lawrence Bridge obtient le contrat de reconstruction du pont. Elle fait et refait tous les calculs. Les facteurs de déformation et de résistance de l'acier sont réévalués afin d'éviter un autre drame. En 1916, les deux grands cantilevers du pont sont installés et tiennent en place. Il ne reste plus qu'à fixer la longue travée centrale. C'est une pièce monumentale, 192 mètres de longueur, 26 de largeur. Elle atteint une hauteur de 33 mètres et pèse 5200 tonnes. Le 11 septembre, le temps semble propice à ériger cette lourde structure. La nervosité est palpable. On raconte que ce sera l'opération la plus périlleuse de l'histoire du génie civil canadien. À 8h50, on commence à hisser la travée centrale. Vers 9h30, elle est suspendue à environ 9 mètres au-dessus de l'eau. 1 heure plus tard, elle s'élève de quelques mètres de plus. Soudain, à 10h47, un craquement glace les ouvriers. Un bout de la travée cède, puis un autre. Une fois de plus, le drame est inévitable. La structure entraîne dans sa chute 13 ouvriers vers le fond du fleuve. Québec est à nouveau en deuil. Tout est à refaire. Un an plus tard, le 20 septembre 1917, on répète l'opération. La travée s'élève à nouveau. On retient son souffle. Mais cette fois, ça y est, on a réussi. Tout le monde espère bien que ce sera la bonne. Le pont de Québec accueille son premier train le 3 décembre 1917. Sa locomotive est un superbe engin, tout frais sorti des ateliers de la Montreal Locomotive Works. Il porte un nom pour le moins évocateur, Mikado.